Salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 10e épisode de notre format Nos jeux testés décortiqués, le format dans lequel je vous présente des concepts hyper casual qu'on a pu créer par le passé, qu'on a testé sur le marché US, iOS, en faisant un peu d'acquisition publicitaire. Alors dans ce format, j'ai pour habitude de vous présenter chaque épisode en deux parties. La première partie, je vous présente les concepts du sujet de la vidéo, et dans une seconde partie, je vous présenterai les résultats des tests d'acquisition et quelques métriques clés, à savoir le coût d'acquisition et la rétention D1 et D7. Donc si ça t'intéresse, reste bien jusqu'au bout. Alors pour aujourd'hui, pour cet épisode 10, on a deux jeux. Le jeu de gauche, qui est une sorte de flipper revisité, s'appelle Bouncy Liner, et le jeu de droite s'appelle Field Em In. Donc on va s'intéresser à ces deux jeux. Je vais commencer par vous partager quelques infos techniques ou sur le processus de création et la période à laquelle on a fait ces jeux-là. Alors commençons avec le jeu de gauche, le jeu qui s'appelle Bouncy Liner. C'est un jeu qu'on a testé il y a à peu près 2 ans maintenant, et on était parti d'une idée de vouloir revisiter un petit peu les mécaniques de flipper, de rebond. À la base, on était presque parti pour faire un jeu de volley. Je sais pas si tu te rappelles des jeux où il y avait deux personnages à gérer de chaque côté d'un filet, il fallait juste faire des têtes pour envoyer la balle de l'autre côté. Donc on était un peu là-dessus et en même temps sur le flipper. Et finalement, on est arrivé à ça. Donc on est parti sur un jeu où le joueur peut faire du touch and drag continu pour déplacer sa raquette. On va imaginer que c'est une raquette, et donc on a laissé un petit line renderer pour donner le déplacement de la raquette au joueur. Le joueur fait que du gauche-droite, il ne peut faire que ça. S'il ne bouge pas, la raquette ne bouge pas. S'il bouge, la raquette bouge. Voilà, pour faire simple. Et on a donc une balle qui est rebondissante, qui rebondit sur les différentes parois. Il y a des parois sur lesquelles elles rebondissent plus que d'autres, et on peut également aller chercher quelques bonus power-up comme celui-ci par exemple. Et l'idée, c'est donc de pouvoir faire le plus gros score possible. On voit qu'on a le scoring là-haut et qu'on a également quelques autres feedbacks. Alors je vais rentrer un peu plus dans les détails. On peut voir qu'on a une ligne centrale qui descend petit à petit et qui contient plusieurs zones. Des zones jaunes qui ont l'air d'être assez scintillantes avec des petits VFX, qui sont les zones de perfect, qui permettent de débloquer l'état qu'on voit maintenant, un état de fever, un état de récompense où il n'y a plus la zone où on peut mourir, et en même temps il y a beaucoup plus de récompenses. Donc plus le joueur arrive à taper la zone centrale d'affilée, plus il peut obtenir des combos, et plus il peut débloquer la zone fever, qui l'empêche de mourir et qui lui permet de faire un maximum de score. Donc c'est le côté un peu risk-reward qu'on a essayé de mettre en place dans ce jeu il y a 2 ans. Et la partie blanche est une partie neutre, c'est-à-dire qu'elle permet quand même d'incrémenter le score, mais elle ne permet pas de faire des combos pour atteindre cet état de fever. Voilà un petit peu le principe du jeu. Bien évidemment, comme dans un flipper ou dans des jeux de ce type, il y a un trou, donc on peut perdre la balle, et quand on a perdu la balle, on a perdu la partie. Donc voilà un petit peu le principe du jeu. On a fait le choix de rester dans des directions artistiques assez simples, assez épurées, abstraites, et c'était dans le thème des directions artistiques qu'on pouvait voir il y a 2 ans aussi. Donc ça va se remettre dans le contexte. Et voilà en ce qui concerne donc le jeu Bouncy Liner, les objectifs du gameplay. Là on voit qu'on vient de débloquer un power-ups où on a 2 balles. Il y a des power-ups qui font accélérer la ligne, d'autres qui font ralentir le timescale du jeu, d'autres qui permettent d'augmenter la bounciness, d'autres qui permettent de faire une armure, donc en soi bloquer le fond du terrain comme quand on est en fever, mais sans être en fever. Donc on a différents power-ups, et c'est assez intéressant parce que ça permet de donner un peu de choix aux joueurs, de liberté d'aller chercher tel ou tel power-ups, ou au contraire de l'éviter, et le but étant de faire le meilleur score. Donc on n'a pas un jeu leveled ici, comme on peut le voir sur la majorité des jeux actuels. On a un jeu qui est plutôt endless, il faut faire le meilleur score, et à chaque fois qu'on perd, on retombe sur un level qui est aléatoirement généré, et qui est donc, c'est une expérience, le terrain ne change pas, on est toujours sur le même terrain ici, mais on a quelques petites expériences qui peuvent changer en fonction des patterns qui spawnent, ou alors des power-ups, des premiers power-ups qui arrivent. Donc voilà pour le jeu Bouncy Liner. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce jeu-là en commentaire, des différents power-ups qu'on a fait. Est-ce que tu le trouves sexy, intéressant? Est-ce que tu penses qu'il pourrait être intéressant toujours aujourd'hui? Voilà, n'hésite pas à me partager tes ressentis, tes remarques et tes questions. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. On va donc passer au jeu de droite, le jeu de droite qu'on a appelé Field Em In, Field apostrophe M plus loin in. Et donc comme tu peux le voir, c'est un jeu plutôt de tap timing, donc il faut taper au bon moment ou hold au bon moment et release également au bon moment. Le tir se fait en automatique à une fréquence constante, et l'idée c'est de toujours faire rebondir les balles sur les plateformes qui tombent. Si on fait rebondir une balle dans le trou, donc on la fait pas rebondir, on la fait tomber, on a perdu directement le level. Et il y a des terrains de différentes couleurs. Comme tu peux voir, on s'est pas vraiment embêté dans cette phase de prototypage. On a fait des terrains avec des superpositions de disques ou de cylindres, de morceaux de cylindres. Et c'était comme ça qu'on avait fait nos terrains, tout simplement. On s'est pas plus cassé la tête que ça, on avait essayé avec des carrés, on aurait pu faire des pipes, des choses bien belles, bien propres, bien polish. Mais mine de rien, ce petit effet relief peut amener un peu de lisibilité aussi sur l'aspect rotation des objets, particulièrement quand la zone est pleine. Là, il y a des zones avec des trous, donc évidemment ça se reconnaît un peu plus, mais c'était un choix technique pour que nous, on puisse, de manière très basique, très simple, donner un peu de relief et peut-être amener une meilleure lisibilité sur la rotation
de ces plateaux. Et comme tu peux voir, d'un level à l'autre, on a le pattern des plateaux qui changent, les vitesses de rotation des plateaux qui changent aussi. Parfois, il y a des petits moments un peu plus touchy où la rotation de la plateforme va changer de sens et faire des variations. Sinon, on a des levels assez simples où ça tourne de manière plus ou moins constante. Faut pas oublier qu'on est sur de l'hyper casu et donc il faut rester un peu tout public tout de même. Là, on voit qu'il y a eu un changement de direction. On a choisi de ne pas mettre de feedback à l'époque sur les changements de direction et autres. C'est certainement quelque chose qui pourrait être à réfléchir pour amener une meilleure lisibilité du jeu et quelque chose de plus intuitif. Là, ça peut surprendre un petit peu, ça peut être un peu frustrant. Et on a essayé de travailler aussi un petit peu la profondeur de ce gameplay, comme dans Bouncy Liner à gauche avec un mode Fever. Et ici, on voit qu'on a une petite jauge, un disque jaune qui se remplit petit à petit, et une fois qu'il est rempli, nos balles partent directement dans le trou final. Elles n'ont pas besoin de rebondir sur les plateformes, donc on peut éviter les trous, et donc on peut remplir davantage notre zone de fin, notre espèce de récipient à remplir, et donc arriver plus vite à la fin du level. C'était une technique qu'on a voulu mettre en place, toujours liée à du tap timing. Si on arrive à faire de manière un peu frénétique du hold tout en ne faisant pas d'erreur, et on débloque plus facilement notre jauge de perfect ou de fever. On peut appeler ça un fever mode, et donc on peut mettre quelques balles supplémentaires dans le trou directement sans prendre de risque. Donc c'est encore une fois du risk reward. Plus le joueur prend des risques pour faire grimper cette jauge, plus il a de chance de tenir le fever qui va le récompenser. On peut voir que cette jauge d'ailleurs, si le joueur ne lance pas de balles, se réduit naturellement petit à petit. Donc ça pousse le joueur à être dans l'action, même si on a mis une vitesse de diminution de la zone qui est très faible. On pourrait d'ailleurs l'augmenter un petit peu pour amener plus de challenge aux joueurs, mais en tout cas le fait qu'elle soit présente oblige le joueur à réagir assez vite, à relancer les balles et à ne pas attendre que le plateau ait fait 4 fois le tour pour pouvoir relancer. Donc voilà, on pousse le joueur à essayer d'aller débloquer son fever en un minimum de temps. Voilà ce que je pouvais te présenter dans la première partie de cette vidéo sur ces deux concepts. Deux concepts donc on a testé il y a quelques années. Celui-ci on l'a testé il y a un peu plus de 2 ans et celui-ci on l'a testé il y a un peu plus d'1 an. Alors bien évidemment, ce sont des jeux qui sont en début de phase de polishing, où certains un peu plus polish, lui on a quand même mis quelques VFX, lui on en a mis très peu, mais on n'a pas poussé à fond le développement de ces jeux, on voulait tester le potentiel de ces gameplays sur le marché à l'époque où on les a testés. Donc maintenant dans la seconde partie de la vidéo, je vais te partager les résultats des tests qu'on a pu mener à l'époque sur le marché US iOS. On va donc commencer par le jeu de gauche, Bouncy Liner. Et Bouncy Liner, on l'a donc testé en avril-mai 2018, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, et à l'époque on avait eu un coût d'acquisition très élevé, et on était très étonné de ça. On pensait que le côté abstrait de notre jeu, le côté assez fun, sympathique, tout public, côté flipper et autres, allait avoir une meilleure traction auprès des joueurs, et on a été assez déçus de ça, parce qu'on a eu un coût d'acquisition aux alentours des 1,80$, ce qui est énorme. Je te rappelle que dans l'industrie, on essaie d'aller descendre en dessous des 20 centimes, et que là, 1,80$, ça fait quand même très haut, quoi. Donc malheureusement, ce n'était pas un bon candidat vis-à-vis des coûts d'acquisition. Alors est-ce que l'expérience de jeu n'est pas assez intuitive, n'est pas assez compréhensible, n'est pas assez sexy? Est-ce qu'on s'était complètement loupé? Je ne sais pas d'où vient cette erreur-là. C'est pas simple de tirer des conclusions. Il y a tellement de paramètres qui peuvent jouer, internes et externes aussi, parce qu'il faut pas oublier que les tendances évoluent, que notre société évolue très vite et que les besoins des joueurs aussi. Est-ce que ce qu'ils peuvent trouver sexy par moment ne l'est peut-être plus aujourd'hui, ne l'était peut-être pas à l'époque, peut-être qu'on était dans un mauvais timing. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de ce coût d'acquisition. Est-ce que toi tu t'attendais à un coût d'acquisition aussi élevé, ou est-ce que tu pensais qu'on allait pouvoir faire mieux avec le concept de gauche, Bouncy Liner? En tout cas voilà, pour être tout à fait transparent, on a fait des coûts d'acquisition aux alentours des 1,80$, donc c'était même pas la peine d'imaginer rentabiliser un projet de ce type via les business models hyper casual, savoir la publicité. Et d'ailleurs, en D1 et en D7 pour la rétention, on a eu une rétention moyenne. On a eu aux alentours des 27% D1 et des 4% D7. Donc c'est bien en dessous des objectifs du marché, surtout si on se remet dans le contexte de l'époque. C'est donc un jeu très moyen malheureusement, même si on a passé du temps à le faire, parce qu'au final, ça c'est la dernière version que je te présente. On avait déjà travaillé une autre version où on avait même mis plus de 3D, plus de profondeur dans l'immersion, où on avait mis tous nos éléments de jeu en 3D et une caméra qui faisait une très légère rotation autour de l'axe vertical pour montrer cette profondeur des objets en fonction de si on était à droite ou à gauche du terrain. Bon, celle-ci avait encore moins bien marché, peut-être qu'elle était trop brainfuck, désolé pour le terme, ou trop bizarre. Elle n'était pas assez claire, pas assez explicite, pas assez lisible, et donc on a décidé de partir sur une solution un peu plus flat design, et malheureusement ça nous a pas beaucoup plus aidé finalement. Donc peut-être que cette mécanique de jeu n'était pas tendance à l'époque, n'était pas assez bonne, et je ne sais même pas d'ailleurs ce que ça pourrait donner aujourd'hui. Donc voilà pour Bouncy Liner, ce que je pouvais te présenter, même si on a fait un vrai travail de polishing et
et un réglage du gameplay qui pour nous paraissait bien, bah, on a été déçus, les tests n'ont pas été très concluants. Voilà pour ça. On va donc passer maintenant au deuxième jeu de cet épisode, le jeu de droite, le jeu Phil Emin, et celui-ci a été un petit peu meilleur, mine de rien, sur l'ensemble des stats, puisque le coût d'acquisition était à peu près 2 fois plus petit, un peu mieux que 2 fois plus petit. On est descendu aux alentours des 75 centimes par acquisition, par coût d'installation, et bon, malheureusement ça reste encore une fois trop, vu que l'objectif est de descendre en dessous des 20, mais c'était déjà mieux, et même si le jeu a l'air beaucoup moins polish, beaucoup plus prototypé, et ben on a quand même réussi à avoir des stats meilleures. Bon, c'est difficile de tirer des conclusions sur deux concepts différents, mais comme j'ai pu te l'expliquer sur un des précédents épisodes, par exemple avec Crazy Dash, la version qui avait obtenu les meilleurs coûts d'acquisition était la version la plus basique, la moins polish, la moins travaillée visuellement, mais qui montrait le gameplay dans son plus simple appareil. Et donc je sais pas trop quoi tirer comme conclusion de tout ça. Parfois, amener du polishing, amener du contraste visuel et surtout une direction artistique qui raconte une histoire pour appuyer le gameplay, j'ai remarqué que parfois ça a amené un grand plus, mais que parfois ça a amené des résultats moins bons. Alors est-ce que ça veut dire que la direction artistique qu'on choisit n'appuie pas directement le gameplay, voire peut être contre-intuitive, voilà, est-ce qu'elle est mal choisie? Est-ce qu'elle vient polluer l'expérience de jeu? Est-ce qu'elle vient réduire la lisibilité du jeu? Est-ce qu'elle vient réduire le contraste entre les éléments de décor et les éléments de gameplay? Ou toutes ces choses-là, je sais pas, ça dépend, c'est au cas par cas, mais en tout cas, faut rester prudent là-dessus, c'est pas toujours la meilleure des solutions que de faire un polishing ultra vénère ou une direction artistique ultra vénère aussi. Parfois, la simplicité fonctionne mieux, donc n'hésite pas à tester, et surtout, voilà, ça te permet aussi de comprendre que tu peux tester un jeu plus tôt dans le process, que tu n'es peut-être pas obligé d'aller aussi loin que tu aimerais aller au niveau de la direction artistique et de tous les feedbacks possibles. Maintenant, mettre quelques feedbacks, c'est quand même intéressant, mais tu peux rester sur une direction artistique assez abstraite et simple pour pouvoir tester ton jeu dans un premier temps. Et je t'invite à le faire d'ailleurs, parce que tirer tes propres conclusions entre l'abstrait, l'illustré, le réaliste et autres, sur un même concept, ça te permettra un peu mieux de comprendre quelle est la meilleure base d'utilisateur possible pour ton gameplay, ton jeu, dans ce contexte actuel du marché. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager du coup sur le coût d'acquisition de Phil Emin. Et au niveau de la rétention, on a fait un peu mieux que sur Bouncy Liner. On est monté jusqu'à 31% D1, mais on avait une rétention des 7 un peu plus faible, à savoir 2%. Donc encore une fois, un jeu en demi-teinte, ni excellent ni très mauvais, mais malheureusement, les deux concepts, on a tiré les conclusions qu'on était beaucoup trop loin pour réussir à aller chercher un hit avec. Faut se remettre dans le contexte d'il y a un an ou deux, en dessous de 35-40% de rétention D1 et d'une quinzaine de rétention D7, c'est difficile de rentabiliser un jeu, et enfin à condition que le coût d'acquisition soit aux alentours des 10, 20, 30 centimes maxi. Et donc là, nous, avec nos coûts d'acquisition supérieurs à 75 centimes, nos rétentions inférieures à 30% globalement, on pouvait pas aller bien loin, et on a décidé d'archiver ces deux projets. Peut-être que il y a des idées qui nous popperont ou des tendances du marché qui nous donneront envie de repenser certains gameplays autour de ceux-ci, mais dans les médias, c'est pas ce qu'on a fait, et on n'a pas réabordé ces projets depuis. Voilà ce que je voulais te partager pour ce 10e épisode de notre format Nos jeux testés décortiqués. N'hésite pas à me dire quel jeu tu as préféré, ou me faire une petite remarque sur chacun des deux jeux, ou de me poser des questions. Je me ferai un grand plaisir de te lire et de te répondre, bien évidemment. Voilà les amis, je suis très heureux de vous avoir partagé cet épisode 10 et surtout les deux nouveaux jeux de la semaine. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine, donc dans une semaine, jour pour jour, pour vous présenter vendredi prochain de nouveaux jeux. Et d'ici là, on peut se retrouver dimanche et mercredi prochain pour les autres formats de la chaîne. C'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.